Je ne les voyais plus, et je n'entendais rien. Mais pour un comanche, les retrouver ne serait qu'un jeu. Je montais la porte en courant si légèrement que je pus, jusqu'à l'orée de la pinède. Je m'arrêtais, j'écoutais. Il me semblait percevoir plus haut un bruit de pas dans les pierres. Je repris ma course en rasant les fourrés. J'arrivais à la fin de la première pinède, au bord d'un plateau, où il y avait jadis cultivé des vignes, des sumacs, des romarins. Des cadres les avaient remplacés, mais cette végétation n'était pas très haute. Et je vis au loin la casquette et le béret. Ils avaient encore un fusil à l'épaule et marchaient toujours d'un bon pas. Près d'un grand pin, ils s'arrêtaient. Le béret descendit sur le flanc du coteau, vers la gauche, tandis que la casquette continua tout droit. Mais elle pointait et plongeait tour à tour, comme une casquette qui marche pas à pas sur la pointe des pieds. Je compris que la chasse avait commencé. Mon cœur battit plus vite, et je retins mon souffle, et j'attendis. Une détonation puissante éclata soudain, qui se répercuta longuement, en sautant d'un écho à l'autre, entre les apics du vallon. Je courus au pin, le plus proche, et j'y grimpai, épouvanté. Je baissai avec façon sur une grosse branche, craignant l'apparition subite d'un sanglier blessé, celui-là même qui avait dévidé sur 10 mètres les entrailles du braconnier manchot. Comme rien ne paraissait, je criai alors qu'il ne fût en train d'éventrer mon père. Et je priai Dieu, s'il existait, de le diriger plutôt sur mon oncle, qui croyait au paradis et mourit par conséquent plus volontiers. Mais le béret apparut sur ma gauche, au-dessus d'un cadre. Tenait en l'air, à bout de bras, un oiseau noir, de la taille d'un petit pigeon. Et il criait « C'est un beau merle !» La casquette émergeait d'une forêt de genêts, vint rapidement vers lui. Ils semblaient se concerter, puis se séparèrent de nouveau. Je me laissai glisser jusqu'au sol, et je tiens conseil avec moi-même. Fallait-il descendre derrière eux, à fond de vallon? La hauteur des broussailles m'empêchait de voir la chasse. Et d'autre part, comme l'avait dit mon père, je m'exposais à recevoir par erreur un coup de fusil. Tandis que si je continuais à suivre la crête jusqu'au bord de la barre, mais derrière les térébintes, je pourrais tout voir sans être vu. De plus, au cas où il blesserait un sanglier, je serais hors de ses atteintes, et je pourrais même achever le monstre en faisant tomber sur lui un bloc de rocher. Je filai donc à travers les kermesses, qui griffaient les mollets, les cadres et les genévriers. Je fis d'abord un assez grand détour sur le plateau. Puis, je me glissai sous les fourrés, et je parvins au bord de la pique. Il était au fond d'un large vallon de rochers bouleux, au milieu du lit, à sec, d'un ruisseau de pluie. Peu d'arbres, mais des fourrés d'agrégats qui leur arrivaient à la ceinture. De mon côté, mon père marchait à mi-pente. Il tenait son fusil pointé devant lui, la crosse sous le coude, la main droite sur la gâchette, la main gauche sous le pontet. Il avançait à pas prudent, le dos voûté, enjambant les broussailles. Il était beau à voir, beau et menaçant. Et je fus assez fier de lui. Sur la pente d'en face, l'oncle suivait un chemin parallèle. De temps à autre, il s'arrêtait, ramassait une pierre, la lançait au fond des vallons et attendait quelques secondes. Je les voyais bien mieux que si j'avais été eux. À la troisième pierre, un gros oiseau jaillit de forêt et fila. Un gros oiseau jaillit du forêt et fila comme une flèche vers l'arrière de la chasse. Avec une rapidité merveilleuse, l'oncle épaula, visa, tira. L'oiseau tomba comme une pierre suivi par quelques plumes qui descendit lentement dans le soleil. Mon père, au pas de course, en sautant par-dessus des épines, alla ramasser du gibier et le montra de loin à l'oncle Jules qui cria « C'est une bécasse! Mettez-la dans votre carnier et reprenez votre ligne à 20 mètres de la falaise. » Cette adresse, ce sang-froid, cette maîtrise échauffaient mon enthousiasme.
L'oncle Jules venait de confirmer en plein soleil l'exactitude de ses récits de chasse. Je sentis fondre ma rancune et mon désir de le scalper. Un buffalo d'huile à tous les droits, et je bombais puissamment ma poitrine à la pensée que j'étais son bœuf. Ils continuèrent leur marche, mais comme ils avaient dépassé mon observatoire, je me retirai avec précaution, et sur l'immense plateau de Garrigue, je décrivais un nouvel arc de cercle, afin de les dépasser à mon tour. Le soleil étincelait, à 2 mètres au-dessus de l'horizon, et je courais dans l'odeur de lavande matinale que j'écrasais au passage. Quand il me semblait que j'étais plus loin, je rabattis ma course vers la barre, mais tout à coup, j'ai vu courir devant moi une sorte de poulet doré, qui avait des taches rouges à la naissance de la queue. L'émotion me paralysa. Un perdreau. C'était un perdreau. Il fait aussi vite qu'un rat et disparut dans un cadre énorme. Aveuglément, je me lançai à traverser un mot, sans épines. Mais des plumes rouges couraient déjà de l'autre côté, car le poulet n'était pas seul. J'en vis 2 autres, puis 4, puis une dizaine. Je biquai alors vers ma droite pour les forcer à fuir vers la barre. Et cette manœuvre réussit. Mais ils ne prirent pas leur envol, comme si ma présence désarmée n'exigeait pas les grands moyens. Alors, je ramassai des pierres et je les lançai devant moi. Un bruit énorme, pareil à celle d'une benne de tôle qui vient d'un chargement de pierre, me terrorisa. Pendant une seconde, j'attendis l'apparition d'un monstre, puis je compris que c'était l'essor de la compagnie, qui filait vers la barre, en plongeant dans le vallon. Comme j'arrivais au bord de la pique, 2 détonations presque simultanées retentirent. Je vis mon père, qui venait de tirer, et qui suivait le regard vol plané de belles perdrix. Mais toutes se glissaient dans l'air du matin, sans le moindre frémissant. C'est alors que, d'une grande touffe de genêts, surgit le béret, qui était surmonté d'un fusil. Il tira posément. La première perdrix bascula sur la gauche et tomba. Décroché du ciel, les autres firent un crochet vers la droite. Le fusil décriva un quart de cercle et le second coup retentit. Une autre perdrix parut exploser et s'abattit presque à la verticale. À voix basse, je crie de joie. Les 2 chasseurs, avec quelques recherches, amassaient les victimes qui étaient à 50 mètres l'une de l'autre et ils les brondirent à bout de bras. Mon père criait « Bravo !» Mais pendant qu'il mettait la perdrix dans son carnier, je lui fis faire un petit saut sur place et retirer fébrilement les douilles vides de son fusil. Un beau lièvre qui venait de lui passer entre les jambes n'attendit pas la fin de l'exploration et s'enfuit dans la broussaille, la queue en l'air et les oreilles droites. L'oncle Jules leva les bras au ciel. « Malheureux, il faut recharger tout de suite dès qu'on a tiré. On recharge !» Mon père, navré, ouvrit les bras de crucifix et rechargea tristement. Pendant toute l'affaire, j'étais debout, au bord de la barre, et des chasseurs, hypnotisés par les perdrix, ne m'avaient pas vu. Je compris soudain mon imprudence, et quelques pas en arrière me cachèrent de nouveau. J'étais consterné par notre échec, qui prit pour moi des proportions d'une catastrophe. Il avait manqué 2 fois le coup du roi, et ce lièvre, pour se moquer de lui, l'avait forcé à battre un petit entrechat avant de lui montrer son derrière. C'était d'un comique navrant. Je cherchais aussitôt des excuses. Comme il était juste sous la barre, il n'avait pas eu le temps de voir venir les perdreaux, tandis que l'oncle Jules avait pas tiré comme à l'exercice. D'autre part, il ne connaissait pas encore son fusil, et l'oncle Jules avait bien dit que c'était le plus important. Enfin, c'était sa première sortie, sa première émotion de chasse, et c'est pourquoi il n'avait pas pensé à recharger. Mais en fin de compte, je suis bien forcé de reconnaître que cet épisode justifiait toutes mes contraintes, mes craintes. Je résolus de ne jamais en parler à personne, surtout pas à lui. Qu'allait-il se passer maintenant? Allait-il réussir un coup honorable? Lui, mon père, maître d'école, examinateur au certificat, qui tirait si bien aux boules, qui jouait souvent aux dames contre l'illustre Raphaël, devant un cercle de connaisseurs,
A-t-il rentré bredouille, tandis que l'oncle Jules sera tapissé de perdrix et de lièvres, comme la devanture d'un magasin. Non, non, cela ne serait pas... Je le suivrai toute la journée, et je lui enverrai tant de volatiles et de lapins et de lièvres qu'il finirait bien par en tuer un. J'avais fait ces réflexions, adossé à un pain où les petites cigales noires des collines ont le parfum de la résine chaude, sciaient des roseaux bien secs. Il mâchait nerveusement, une brindille de romarin. J'ai repris ma route, pensif, les mains dans la poche, la tête basse. Un coup de fusil assourdi par la distance me tira de mes réflexions. Je courus vers le bord de la barre. Les chasseurs étaient déjà loin. Ils arrivaient au bout d'un vallon qui débouchait sur une grande plaine rocheuse. Je courus pour les rattraper, mais je les vis tourner sur la droite et disparaître dans une pinède. Derrière la base de Taoumé, qui ne dressait maintenant devant moi, je décidai de descendre au bord du vallon et de suivre leurs traces. Mais la barre était bien 100 mètres à pic et je ne voyais aucune cheminée. Je pensais alors à revenir sur mes pas pour retrouver les chemins qu'ils avaient pris quand je les avais quittés. Mais nous avions marché plus d'une heure. Je calculais qu'il me faudrait au moins 25 minutes pour revenir au pas de course jusqu'à mon point de départ. J'aurais ensuite à remonter tous les vallons où il me serait difficile de courir à cause des genêts épineux qui s'élevaient plus haut que ma tête. Soit une bonne demi-heure. Et pendant tout ce temps, où seraient-ils allés? Je m'assis sur une pierre pour réfléchir à la situation. Fallait-il donc tout bêtement rentrer à la maison? Je perdrais sans aucun doute la considération de Paul, et ma mère me consolerait avec une tendresse humiliante. Il me resterait cependant la gloire d'une tentative courageuse et d'un retour périlleux, qu'un récit pourrait embellir. Mais avais-je le droit d'abandonner Joseph, seul avec son fusil ridicule, derrière ses lunettes de myope, pour lutter contre le roi des chasseurs? Non, cette trahison serait pire que la sienne. Le problème était donc de les rejoindre. N'allais-je pas perdre dans cette solitude? Mais je repoussais en ricanant cette crainte enfantine. Il n'y avait qu'à garder le sang-froid, la détermination, vrai comme manche, puisqu'ils avaient contourné le pic par la basse. En allant de gauche à droite, je les rencontrerais forcément. Si je marchais tout droit devant moi, j'examinais la masse de Taoumé. Elle était considérable et la distance à parcourir serait sans doute assez longue. Je décidai de ménager mes forces, en adoptant le trop léger. Les Indiens. Coude au corps, les mains croisées sur la poitrine, les épaules en arrière, la tête baissée. Courir sur la pointe des pieds. Un arrêt tous les 100 mètres pour exécuter les bruits de la forêt. Faire 3 inspirations calmes et profondes. Avec une détermination tout à fait indienne, je pris le départ. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Pensez à laisser un like si cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous samedi à 17h30. C'était Teddy. Merci.